Il y a bien eu ce jour où Henri et ses copains m'ont poursuivi. Avant la fin des classes, oui, avant. Richie marchait le long de Outer Canal Street, après Bassett Park. Il s'arrêta, main dans les poches, le regard perdu au-dessus du pont des baisers, qu'il ne voyait pas vraiment. J'ai réussi à les semer dans le rayon des jouets de Freeze. Depuis la délirante conclusion du déjeuner, il avait marché au hasard, s'efforçant d'expliquer rationnellement ce qui s'était passé avec les gâteaux secs de bonne chance, ou ce qui leur avait semblé se passer. Son idée était qu'en réalité, rien ne s'était produit, qu'ils avaient été victimes d'une hallucination collective, née d'histoires abracadabrantes qu'ils s'étaient racontées. Rose, qui n'en avait rien vu, en était la meilleure preuve. Certes, les parents de Beverly non plus n'avaient jamais décelé la moindre goutte de sang dans l'évacuation de leur lavabo, mais ce n'était pas la même chose. Ah non ? Mais pourquoi ? Parce que nous sommes des adultes maintenant, grommela-t-il, découvrant aussitôt que cette réflexion était sans force et sans logique. Elle avait l'absurdité d'une comptine d'enfants accompagnant le saut à la corde. Il reprit sa marche. Je me suis rendu près du centre communautaire, je me suis assis un moment sur un banc du parc et je crois avoir vu... Il s'arrêta de nouveau, sourcils froncés. Vu quoi ? Mais c'est seulement quelque chose que j'ai rêvé ? Pourtant, avait-il vraiment rêvé ? Il regarda à sa gauche et vit le grand bâtiment de briques, acier et verre, qui paraissait tellement moderne dans les années 50 et avait aujourd'hui un petit air ancien et délabré. Et me voilà de retour, en plein devant ce putain de centre communautaire, la scène de cette autre hallucination, ou ce rêve, ou de je ne sais quoi. Les autres le voyaient comme le clown de la classe, le cinglé marrant, et il avait rejoué facilement et impeccablement ce rôle. Ah, nous avons tous rejoué facilement et impeccablement nos rôles, t'as pas remarqué ? Cela avait-il quelque chose d'extraordinaire ? Il se disait qu'on devait assister au même phénomène à n'importe quelle réunion d'anciens élèves au bout de 20 ans. Le comédien de la classe, qui s'était à un moment donné découvert une vocation pour la prêtrise, redevenait presque automatiquement, après 2 verres, le pédant sentencieux d'antan. Le fou de littérature anglaise, devenu concessionnaire de camions, se mettait tout à coup à sortir du Irving et du Shakespeare. Le type qui avait joué avec les chiens hurlants le samedi soir avant de devenir professeur de mathématiques à Cornell finissait par se retrouver sur la scène avec l'orchestre, la guitare dans les mains, pour beugler Gloria ou Surfing Bird avec une joyeuse férocité avinée. N'était-ce pas Springsteen qui parle de ne jamais se rendre, de ne jamais battre en retraite ? Plus facile pourtant de croire aux airs d'antan sur le tourne-disque après quelques verres et 1 ou 2 joints. Mais se disait Richie, c'était le retour en arrière, l'hallucination, pas la vie actuelle. L'enfant est peut-être le père de l'homme, mais pères et fils partagent souvent des intérêts très différents et non que des ressemblances superficielles. Mais tu as parlé d'adulte, et voilà qui sonne comme une absurdité, comme du charabia. Pourquoi, Richie, pourquoi ? Parce que Derry est aussi bizarre. Pourquoi ne pas le laisser tel qu'il est ? Parce que les choses n'étaient pas aussi simples, voilà pourquoi. Gosse, il avait été un fumiste, un comédien parfois vulgaire, parfois amusant, parce que c'était un moyen de s'en sortir vivant avec des voyous comme Henry Bowers et sa bande, et d'éviter de devenir fou de solitude et d'ennui. Il se rendait maintenant compte qu'une bonne partie du problème tenait à son propre esprit, qui tournait en général 10 à 20 fois plus vite que celui de ses camarades de classe. On l'avait trouvé tour à tour bizarre, cinglé, voire même suicidaire, selon les frasques dans lesquelles il se lançait, mais il ne s'agissait peut-être que d'un simple cas de surrégime mental, si être en permanence en surrégime mental pouvait être quelque chose de simple. C'était toutefois le genre de choses que l'on finissait par contrôler, ou du moins auquel on trouvait des dérivatifs, comme porte-doc délirant et d'autres. Voilà ce qu'avait découvert Richie peu de temps après avoir franchi la porte de la station de radio du collège, tout à fait par hasard. Tout ce qu'il pouvait souhaiter, il l'avait quand il était derrière un micro. Il n'avait pas été très bon au début, trop excité pour cela. Puis il avait fini par découvrir peu à peu le grand principe qui fait tourner l'univers, au moins en ce qui concerne carrière et succès. Débusquer le cinglé qui bat les buissons en soi et fout votre vie en l'air. L'acculer dans un coin, s'en emparer, mais surtout ne pas le tuer. L'arnacher, le sangler et lui faire tirer la charrue. Le cinglé travaille comme un forcené une fois dans la bonne voie. Et il vous fournit votre comptant de haha. C'est aussi simple que ça, et ça suffit. Il avait été marrant, d'accord, un rire à la minute, mais il avait fini par enfouir les cauchemars qui se tapissaient du côté sombre de ses rires. Ou du moins il l'avait cru. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où le mot « adulte » avait perdu toute signification pour lui, soudainement. Et maintenant, il y avait autre chose à affronter, ou qui, en tout cas, méritait réflexion. L'énorme et parfaite grotesque statue de Paul Bunyan en face du centre communautaire. Je dois être l'exception qui confirme la règle, Grand Bill. Es-tu sûr qu'il n'y a rien, Richie ? Rien du tout, du côté du centre communautaire ? J'ai cru voir...
Une douleur aiguë lui vrilla les yeux pour la deuxième fois de la journée. Il y porta les mains avec un gémissement de surprise. La douleur disparut aussi vite qu'elle s'était manifestée. Mais il avait également senti une odeur, non ? Quelque chose qui ne se trouvait pas réellement là, mais qui s'y était trouvé, qui lui avait fait penser à « Je suis ici avec toi, Richie. Tiens-moi la main. Est-ce que tu peux bien la tenir ?» Mike Hanlon. C'était de la fumée qui lui avait piqué les yeux et les lui avait fait pleurer. 27 ans auparavant, ils avaient respiré cette fumée. À la fin, il ne restait plus que Mike et lui-même, et ils avaient vu. Mais le souvenir avait disparu. Il se rapprocha d'un pas de la statue de Paul Bunyan, aussi estomaqué par sa joyeuse vulgarité qu'il avait été enfant, époustouflé par sa taille. Le personnage de légende mesurait plus de 6 mètres de haut, sans compter le socle de 2 mètres sur lequel il s'élevait. Il souriait aux véhicules et aux piétons de Outer Canal Street. Le centre communautaire datait des années 1954-1955. Le conseil municipal avait voté les crédits pour la statue l'année suivante, en 1956. Pendant 6 mois, ce projet avait soulevé des controverses passionnées, parfaitement représentatives de ces tempêtes dans un verre d'eau qui agitent parfois les villes, grandes ou petites, mais tout à fait inutiles. La statue avait été achetée, et même si les conseillers municipaux avaient pris la décision aberrante, en particulier pour la Nouvelle-Angleterre, de ne pas utiliser un objet dont elle avait fait l'acquisition, où, au nom du ciel, l'aurait-on remisé ? On avait donc finalement installé la statue, non pas vraiment sculptée, mais moulée en plastique, sur son socle, enroulée dans suffisamment de métrage de toile pour servir de voile à un 3-mâts. Elle avait été inaugurée le 31 mai 1957, jour du 150aire de la fondation de la ville, soulevant un chœur de protestation d'un côté et des applaudissements de l'autre, ce qui était prévisible. Paul portait la traditionnelle salopette, la traditionnelle chemise à carreaux rouge et blanc, et arborait une splendide barbe noire, tout à fait bûcheronesque. Une hache en plastique, la Godzilla de toutes les haches en plastique, sans aucun doute, pendait à son épaule, et il souriait imperturbablement en direction du nord. C'était en mars de l'année suivante que Richie, épuisé et terrifié, avait atterri sur l'un des bancs qui faisait face à la statue après avoir échappé, de vraiment très très peu, à Bowers, Chris et Huggins, après une course-poursuite qui, partie de l'école élémentaire de Derry, avait traversé à peu près tout le centre-ville pour s'achever dans un grand magasin, le Freeze. À Derry, la succursale de Freeze était assez minable comparée à celle de Bangor, mais Richie, qui ne cherchait qu'un port dans la tempête, s'en fichait pas mal. À ce moment-là, Bowers n'était qu'à quelques mètres derrière lui, et Richie commençait à faiblir sérieusement. Il s'était jeté en dernier ressort dans la porte à tambour du grand magasin. Henry, qui manifestement ne comprenait guère le principe de ce genre de système, avait failli laisser le bout des doigts dans l'engin en voulant attraper Richie au moment où celui-ci le faisait pivoter et pénétrer dans l'immeuble. Fonçant vers le sous-sol, pan de chemise au vent, il avait entendu une série de détonations presque aussi fortes qu'à la télé en provenance de la porte à tambour, et comprit que Larry, Moo et Curly étaient toujours à ses trousses. Il riait en arrivant en bas, mais c'était purement nerveux, car il se sentait aussi terrorisé qu'un lapin pris au collet. Cette fois, ils avaient vraiment l'intention de lui flanquer une bonne raclée. Richie ne se doutait pas que, dans moins de 12 semaines, la bande et Henry en particulier deviendraient capables de tout sauf de meurtre, et aurait verdi d'effroi s'il avait su que même cette réserve disparaîtrait au moment de l'apocalyptique bataille de Cailloux de juillet. Dire que tout avait commencé d'une manière tellement stupide. Richie et les autres garçons de 6e étaient entrés en rang dans le gymnase. Roulant des épaules comme un taureau au milieu de vachettes, Henry en était sorti au même moment, car il faisait la gymnastique avec les plus grands. Depuis quelque temps, un tuyau percé était responsable d'une flaque à l'entrée. Henry ne la vit pas, glissa et tomba sur les fesses. Avant qu'il ait pu l'arrêter, la bouche de Richie, traîtresse, claironnait. « Visez le mec, avec ses pompes en peau de banane !» Il y avait eu une explosion de rire général, mais pas la moindre trace d'humour sur le visage de Henry quand il s'était relevé. En fait, il avait la couleur de la brique réfractaire qui vient de sortir du four. « Tu perds rien en attendant, quatre yeux !» avait-il lancé en s'éloignant. Les rires cessèrent instantanément. Dans le hall, tout le monde regarda Richie comme s'il était déjà mort. Henry ne s'arrêta pas pour observer les réactions. Il poursuivit son chemin, tête baissée, les coudes rougis par la chute, une large tache d'humidité sur le fond de son pantalon. À ce spectacle, Richie sentit sa bouche à l'humour suicidaire s'ouvrir de nouveau, mais cette fois-ci, il la referma si vite qu'il faillit se sectionner le bout de la langue. « Bof, il va oublier » s'était-il dit, mal à l'aise en se changeant. « Bien sûr qu'il va oublier. Sa mémoire n'a pas assez de circuits en état de marche pour se souvenir de tout ça. Chaque fois qu'il fait sa crotte, il doit regarder dans le manuel d'instruction comment on fait pour se torcher. Ha ha !
T'es foutu la grande gueule, lui avait dit Vince Boggers à Aliendo, avec un certain respect plein de tristesse. Mais t'en fais pas, je t'apporterai des fleurs. Oh, coupe-toi les oreilles et amène des choux-fleurs, avait répliqué sans se démonter Richie, et tout le monde avait ri, même ce bon vieux Boggers d'Aliendo. Après tout, c'était permis, non? Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre? Eux, ils seraient peinards à la maison, devant la télé, pendant que Richie se maniérait le cul du rayon lingerie féminine à celui des articles de maison pour finalement atterrir au jouet. La sueur qui coulait de son dos faisait un filet entre ses fesses, et il avait les couilles tellement contractées qu'il avait l'impression de les avoir accrochées à la ceinture. Bien sûr, il pouvait rigoler. Ha ha ha. Henri n'avait pas oublié. Richie était sorti par la porte du côté de la maternelle, juste au cas où, mais Henri y avait dépêché le roteur, lui aussi juste au cas où. Ha ha ha. Richie avait heureusement vu Huggins le premier, sans quoi il aurait été cuit. Le roteur regardait en direction de Derry Park, tenant une cigarette non allumée dans une main et dégageant rêveusement le fond de son pantalon qui lui rentrait dans les fesses de l'autre. Le cœur battant à tout rompre, Richie avait traversé le terrain de jeu d'un pas tranquille, et il avait presque rejoint Charter Street lorsque Huggins tourna la tête et le vit. Il appela à grands cris Henry et Victor, et c'est ainsi que la chasse avait commencé. Le rayon des jouets était complètement désert, horrible. N'y traînait même pas un seul vendeur, un adulte qui aurait été le bienvenu pour mettre un terme à l'affaire avant qu'elle ne tourne mal. Il entendait se rapprocher les 3 dinosaures de l'apocalypse, mais il était à bout de souffle. Chaque inspiration s'accompagnait d'un douloureux élancement du côté gauche. Son regard tomba sur une porte marquée « Sortie de secours uniquement », alarme automatique. Il sentit l'espoir renaître. Il courut entre 2 rangées de Donald Duck, de tanks américains fabriqués au Japon, de tenues de cow-boy, de voitures à remontoir. Il atteignit la porte et enfonça aussi fort qu'il put la barre qui la verrouillait. Celle-ci s'ouvrit, laissant pénétrer l'air frais de mars. L'alarme se déclencha, stridente. Richie fit immédiatement demi-tour et alla se mettre à 4 pattes dans une autre allée. Il était par terre avant que la porte ne fût refermée. Henry, le roteur et Chris débouchèrent à grand fracas dans le rayon jouet au moment où la porte se refermait et où l'alarme s'interrompait. Ils se précipitèrent, Henry en tête, une expression de calme détermination sur le visage. Un vendeur se présenta finalement au petit trot. Il portait une blouse de nylon bleu par-dessus une veste de sport à carreaux d'une laideur inimaginable. Il arborait des lunettes à monture rose qui lui faisaient un œil de lapin blanc. Richie fut sur le point d'éclater de rire. « Hé, les garçons !» s'exclama le lapin. « Hé, là, vous ne pouvez pas sortir par ici, c'est une issue de secours. Hé, vous m'entendez ?» Victor lui lança un regard nerveux, mais les 2 autres ne tournèrent même pas la tête. Victor les suivit. L'alarme retentit de nouveau, plus longtemps cette fois, alors que le trio chargeait dans l'allée. Mais déjà Richie était debout et se dirigeait vers la lingerie féminine au petit trot. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé à plus d'1 kilomètre de Frise, devant le centre communautaire, et, espérait-il, hors de portée pour ses poursuivants. Au moins pour le moment, mais il était épuisé. Il s'assit sur le banc à la gauche de la statue, ne souhaitant qu'être tranquille le temps de retrouver ses esprits. Après quoi, il prendrait la direction de la maison, mais pour l'instant c'était trop agréable de rester là, assis, dans le soleil de l'après-midi. La journée avait commencé avec une petite pluie fine, mais on avait maintenant l'impression que le printemps arrivait. Un peu plus loin, sur la marquise du centre communautaire, on pouvait lire en grandes lettres bleues ce message. « Hé, les enfants, le 28 mars, le groupe de rock and roll Arnie Woo Woo Ginsberg, Jerry Lewis, les Penguins, Frankie Lymon et les Teenagers, Gene Vincent et les Blue Caps, Freddy Boom Boom Cannon, une soirée absolument exceptionnelle. » Richie aurait bien voulu assister à ce spectacle, mais il n'avait pas l'ombre d'une chance de se procurer une place. L'idée que sa mère se faisait d'une soirée exceptionnelle ne comprenait pas Jerry Lee Lewis, expliquant aux jeunes Américains que nous avons des poulets dans la basse-cour. Dans quelle basse-cour? La basse-cour de qui? Ma basse-cour. Pas plus que Freddy Cannon, dont la môme de Tallahassee avait un châssis de compétition. Sa mère admettait qu'à 12 ans, les concerts de Sinatra l'avaient rendu hystérique, même si elle l'appelait maintenant Frankie le gommeux, mais comme la mère de Bill Denbrough, elle était hermétique au rock'n'roll. Richie aimait Arnie Ginsberg, Frankie Ford et Eddie Cochran, dont les rythmes lui insufflaient une véritable vigueur et le transportaient de joie. Il idolâtrait Fats Domino, à côté même Ben Ascombe avait l'air mince, et Buddy Holly, qui comme lui-même portait des lunettes. Ou encore Streaming Jay Hawkins, qui commençait ses concerts en jaillissant d'un cercueil, et les Dovels, qui dansaient aussi bien que des noirs, ou presque. Mais il aurait un jour son heure, car contrairement à ce que pensait sa mère, le rock'n'roll, à son avis, n'était pas une mode passagère. Mais pas le 28 mars, ni en 1958, ni en 1959. Ses yeux s'étaient éloignés de la marquise,
Et alors il avait dû s'endormir. C'était la seule explication qui tenait debout, car ce qui était ensuite arrivé ne pouvait se produire que dans des rêves. Et voici qu'il était de nouveau au même endroit, un Richie Rosier qui avait pu se saouler de rock'n'roll à loisir, et dont la soif n'était pas étanchée, heureusement, pour autant. Ses yeux se portèrent sur la marquise du centre communautaire, et il vit avec l'impression de faire une hideuse trouvaille les mêmes lettres bleues qui annonçaient « Le 14 juin, Heavy Metal Nania, Judas Priest, Iron Maiden, billets en vente sur place ou chez les distributeurs agréés. » Ils ont laissé tomber la soirée exceptionnelle, en cours de route. Mais en dehors de ça, il n'y a pas la moindre différence, se dit Richie. Le regard de Richie revint sur Paul Bunyan, le saint patron de Derry. Derry qui, selon la légende, devait son existence au fait que les bois flottés créaient régulièrement des embâcles à cet endroit-là. Il y avait eu une époque où au printemps on pouvait traverser la Kenduskig, si on avait le pied agile, sans se mouiller plus haut que le 3e œillet de son lacet, en passant de bûche en bûche. Telles étaient du moins les histoires que l'on racontait lorsque Richie était petit, des histoires où il y avait toujours un peu de Paul Bunyan. Ce vieux Paul, pensa-t-il en examinant la statue. Qu'est-ce que t'as fabriqué depuis que je suis parti? Tu as creusé une nouvelle rivière? Un nouveau lac, afin de pouvoir prendre un bain jusqu'au cou? As-tu terrorisé les enfants comme tu m'as terrorisé ce jour-là? Et tout d'un coup, tout lui revint, comme revient un mot qu'on avait sur le bout de la langue. Il s'était trouvé au même endroit, sous un agréable soleil de mars, somnolent plus ou moins, envisageant de rentrer chez lui, regarder la dernière heure d'une émission de rock, quand soudain une vague d'air chaud était venue caresser son visage, repoussant ses cheveux en arrière. En levant les yeux, il avait vu l'énorme tête en plastique de Paul Bunyan, juste en face de lui, plus grande que dans un gros plan de cinéma, remplissant tout. Le souffle d'air était venu du mouvement qu'il avait fait pour se baisser, mais il ne ressemblait plus du tout à Paul. Il avait maintenant le front bas et fuyant. Des touffes de poils comme du crin sortaient d'un nez aussi rouge que celui d'un vieil ivrogne. Ses yeux étaient injectés de sang et l'un d'eux recouvert d'une taie légère. La hache avait quitté son épaule. Paul s'appuyait sur son manche et le dessus du fer avait ouvert une tranchée dans le trottoir. Il souriait toujours, mais son expression n'avait plus rien de joyeux. D'entre ses gigantesques dents jaunâtres provenait une puanteur de petits animaux en train de se putréfier dans un sous-bois par temps chaud. « Je vais te dévorer !» avait dit le géant d'une voix grave et grondante. Elle avait les sonorités de rochers s'entrechoquant pendant un tremblement de terre. « À moins que tu me rendes ma poule, ma harpe et mes sacs d'or, je vais te bouffer jusqu'au trognon. » Le souffle qui portait ces mots fit voler et claquer la chemise de Richie comme une voile dans la tempête. Il se recroquevilla sur le banc, les yeux exorbités, les cheveux tout raides sur sa tête, étouffant dans l'odeur nauséabonde de la charogne. Le géant se mit à rire. Il passa la main autour du manche de la hache et la fit sortir du trou qu'elle avait ouvert dans le trottoir. Puis il l'éleva en l'air, et elle produisit un bruit sifflant, menaçant. Richie comprit tout d'un coup que le géant avait l'intention de le fendre en deux, comme une bûche. Il se rendit compte qu'il était incapable de bouger. Il venait d'être saisi d'une insurmontable apathie. Qu'est-ce que ça faisait? Il somnolait, ce n'était qu'un rêve. Une voiture finirait bien par donner un coup de klaxon, ou un gamin par traverser la rue en courant, et il se réveillerait. Tout juste, gronda le géant. Tu te réveilleras? En enfer. Et au dernier moment, alors que la hache atteignait l'apogée de sa course et s'y arrêtait, Richie comprit qu'il ne s'agissait nullement d'un rêve, ou que si c'était un rêve, ce rêve pouvait tuer. Essayant de hurler, mais incapable de produire le moindre son, il roula du banc sur le gravier ratissé entourant ce qui avait été une statue, et qui se réduisait maintenant à un socle d'où dépassaient 2 boulons d'acier à l'emplacement des pieds. Le bruit de la hache qui redescendait emplit l'air de son sifflement insistant. Le sourire du géant s'était transformé en une grimace de meurtrier. Ses lèvres se retroussaient tellement qu'elles exhibaient ses gencives de plastique d'un rouge hideux et brillant. La lame de la hache frappa le banc à l'endroit où Richie se tenait l'instant précédent. Elle était tellement bien effilée qu'il n'y eut presque pas de bruit, mais le banc se retrouva instantanément coupé en 2 moitiés, qui pendaient chacune de leur côté, le bois, à l'intérieur, paraissant d'un blanc maladif par rapport à la couche de peinture verte. Richie se retrouva sur le dos. Toujours essayant de hurler, il poussa des talons. Du gravier passa par le col de sa chemise et descendit jusque dans son pantalon. Et Paul était là, debout, le dominant de ses 6 mètres, et le regardant avec des yeux comme des couvercles. Paul qui contemplait le petit garçon, essayant de se faire encore plus petit sur le gravier. Le géant fit un pas vers lui. Richie sentit le sol trembler quand la botte noire retomba, faisant jaillir une gerbe de cailloux. Richie roula sur le ventre, se releva d'un pas chancelant. Ses jambes commencèrent à courir alors qu'il n'était pas encore tout à fait debout, avec pour résultat qu'il s'étala de nouveau.
Il entendit le brusque chuintement de l'air chassé de ses poumons, et les cheveux lui tombèrent sur les yeux. Entre les mèches, il vit les véhicules aller et venir paisiblement dans la rue, comme si de rien n'était, comme si personne dans ces voitures ne s'apercevait ou ne se souciait que la statue de Paul Bunyan se fût animée et eût descendu de son piédestal afin de commettre un assassinat avec une hache de la taille d'un camion. Quelque chose cachait le soleil. Ritchie gisait dans une tache d'ombre ayant forme humaine. Il se mit précipitamment à genoux, faillit de nouveau tomber, réussit enfin à se relever et courut aussi vite qu'il le put, les genoux hauts à se cogner la poitrine, les coudes comme des pistons. Il entendait derrière lui l'affreux et persistant murmure qui enflait une fois de plus un son qui paraissait ne pas être tout à fait un son, mais plutôt une pression sous la peau et les tympans. Swip! La terre trembla. Les dents de Ritchie s'entrechoquèrent comme de la vaisselle pendant un séisme. Il n'eut pas besoin de regarder pour savoir que la lame venait de s'enfoncer de moitié dans le trottoir à quelques centimètres de ses pieds. Dans son esprit, en proie au délire, il crut entendre le Hedovels chanter. Il quitta l'ombre du géant et se retrouva au soleil, et se mit à rire du même rire d'épuisement qui l'avait saisi quand il avait déboulé les escaliers du Frise. Haletant, le poing de côté de nouveau douloureux, il avait finalement risqué un coup d'œil par-dessus son épaule. La statue de Paul Bunyan se dressait sur le piédestal, où elle s'était toujours trouvée, la hache sur l'épaule, la tête tournée vers le ciel, les lèvres figées dans l'éternel sourire du héros mythique. Le banc coupé en deux était intact, merci. Les graviers dans lesquels Paul avait enfoncé son pied gigantesque étaient parfaitement ratissés, sauf à l'endroit où Ritchie était tombé pendant qu'il fuyait le géant, qu'il rêvait qu'il fuyait le géant. Pas d'empreinte de pas, pas de trottoir défoncé à coups de hache. Il n'y avait là qu'un garçon que venaient de poursuivre des voyous plus grands que lui et qui se réveillait d'un rêve bref, mais particulièrement réaliste, dans lequel un colosse homicide, un Henry Bowers format économique géant, voulait le massacrer. « Merde !» avait dit Ritchie d'une petite voix tremblotante avec un rire incertain. Il était resté là encore quelques instants, attendant de voir si la statue allait ou non se remettre à bouger, ne serait-ce qu'un clin d'œil, ou passer sa hache d'une épaule à l'autre, voire descendre du piédestal et lui courir après. Mais bien entendu, rien de tout cela ne s'était produit. Bien entendu. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Un roupillon, un rêve, rien de plus. Cependant, comme l'avait remarqué Lincoln ou Socrate, ou un type comme ça, trop, c'est trop. Il était temps de retourner à la maison et de se calmer. Et bien qu'il eût été plus rapide de couper par le centre-ville, il avait préféré ne pas passer de nouveau à proximité de cette statue. Il avait donc fait un grand détour, et le soir même avait presque oublié l'incident. Jusqu'à aujourd'hui. Ici est assis un homme, pensa-t-il, habillé sport par le meilleur tailleur de Rodeo Drive, avec des pompes haut de gamme aux pieds et des sous-vêtements Calvin Klein sur les fesses. Ici est assis un homme avec des lentilles de contact extra souples qui croyait qu'une chemise de collège avec des fruits dessus était le comble de l'élégance. Ici était assis un adulte qui regarde la même vieille statue. « Hé, Paul, le grand Paul, je suis ici pour te dire que tu n'as pas changé, que tu n'as pas pris une putain de ride. » La vieille explication sonnait toujours juste dans sa tête. Un rêve. S'il le fallait, il voulait bien croire au monstre. Ce n'était pas une affaire. Ne lui était-il pas arrivé d'être assis devant un micro en train de lire des dépêches parlant d'Idi Amin Dada, de Jim Jones ou de ce type qui avait descendu tout le monde dans un McDonald's? Les monstres, ça courait les rues. Et s'il pouvait croire en la variété Jim Jones, il pouvait aussi croire en celle de Mike Hanlon, au moins pour un certain temps. Au fond, ça avait une sorte de charme. Venant de l'espace, personne n'en avait la responsabilité. Mais une statue en plastique de 6 mètres de haut qui descendait de son piédestal et entreprenait de vous tailler en pièces avec sa hache en plastique, ça a dépassé un peu la mesure. Comme Lincoln ou Socrate ou Tartampion l'avaient également déclaré, je peux manger de la chair ou du poisson, mais il y a des merdes que je n'avalerai pas. C'était simplement l'impression d'une aiguille qui s'enfonçait dans ses yeux le reprit de nouveau, brusquement, lui arrachant un cri de détresse. Il fut pire que les précédents, plus profond, dura plus longtemps et lui flanqua une frousse terrible. Il porta les mains à ses yeux et ses doigts commencèrent à tirer instinctivement sur la paupière inférieure afin de faire tomber les verres de contact. C'est peut-être une sorte d'infection, pensa-t-il vaguement, mais qu'est-ce que ça fait mal? Il tirait sur ses paupières et était sur le point de donner l'unique battement des paupières supérieures qui suffisait toujours à les faire glisser hors de l'œil, après quoi il passerait les 15 minutes suivantes à les chercher à tâtons dans le gravier, autour du banc. Mais bon Dieu, il s'en foutait, il avait l'impression que des ongles s'enfonçaient dans ses yeux, lorsque la douleur disparut. Elle ne s'estompa pas, mais cessa instantanément.
Il larmoya légèrement, puis tout fut fini. Il abaissa lentement les mains, le cœur battant, prêt à cligner des yeux si la douleur reprenait, mais rien ne se produisit, et soudain lui revint à l'esprit le seul film d'horreur qui lui eût jamais réellement fait peur quand il était gosse, peut-être à cause de tous les emmerdements que lui valaient ses lunettes et du temps passé à s'occuper de ses yeux. Il s'agissait de L'œil qui rampe, avec Forrest Tucker. Pas fameux. Les autres gosses avaient hurlé de rire, mais lui n'avait même pas souri. Il était resté de marbre et muet, pour une fois incapable de faire appel à l'une de ses voix, tandis qu'un œil gélatineux, bardé de tentacules, surgissait du brouillard synthétique d'un studio de cinéma anglais. La confrontation avec cet œil avait été catastrophique. Il incarnait de multiples peurs et angoisses pour Richie. Peu de temps après, une nuit, il avait rêvé qu'il se regardait dans un miroir et enfonçait une grosse aiguille dans l'iris de son œil, lentement, sentant un écoulement aqueux et paralysant au fond de son orbite remplie de sang. Il se le rappelait maintenant, s'être réveillé pour découvrir qu'il avait mouillé son lit. Qu'il se soit senti soulagé et non pas honteux devant son incontinence nocturne prouve à quel point le cauchemar avait été épouvantable pour lui. Il s'était accroché au drap mouillé de tout son corps, bénissant la réalité de ce qu'il voyait. « Rien à foutre, dit Richie Tosier d'une voix basse, loin d'être assuré, en se préparant à partir. Il allait retourner au Derrytown House faire un petit somme. Tant qu'à rouler rue du Souvenir, il préférait encore les aventures de Los Angeles aux heures de pointe. La douleur de ses yeux n'était sans doute rien de plus qu'un signe d'épuisement dû au décalage horaire. À quoi s'ajoutait le choc de retrouver tout d'un coup son passé? Les chocs, les explorations de souvenirs, ça suffisait. Il n'aimait pas du tout la façon dont son esprit sautait d'un sujet à l'autre. Il était temps de piquer une ronflette et de reprendre du poil de la bête. Comme il se levait, son regard tomba sur la marquise du centre communautaire. Les jambes brusquement en coton, il se rassit sur le banc, brutalement. Richie Tosier, l'homme aux 1000 voix, de retour à Derry, ville des 1000 danses. En l'honneur du retour de la grande gueule, le centre communautaire est fier de présenter le concert rock de Richie Tosier, les Clamsey & Co. Avec Buddy Holly, Richie Valens, le Big Booper, Frankie Lymon, Jane Vincent et Marvin Gaye. Jimi Hendrix à la guitare solo, John Lennon à la guitare d'accompagnement, Phil Lynott à la guitare basse, Keith Moon aux percussions, chanteur invité Jim Morrison. Bienvenue chez toi Richie, toi aussi t'es clamsé. Il eut l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si on lui avait volé son air. Puis il entendit de nouveau le chuintement, ce bruit qui était aussi une pression sur la peau et les tympans, ce froissement furtif homicide. Swip! Il roula du banc et tomba sur le gravier, se disant « C'est donc ça que l'on appelle la sensation de déjà-vu. Maintenant, tu es au parfum, tu n'auras plus besoin de poser la question. » Il heurta le sol de l'épaule et roula, levant les yeux sur la statue de Paul Bunyan, qui n'était plus Paul Bunyan. À sa place se tenait le clown, resplendissant et évident, fantastique avec ses 6 mètres de haut, tout de couleurs éclatantes, son visage peinturluré surmontant une fraise d'un comique sidéral. Des boutons orange en plastique, tous de la taille d'un ballon de volley, ornaient son costume argenté. Au lieu d'une hache, il tenait à la main une énorme grappe de ballons de plastique. 2 légendes étaient imprimées sur chacun. Pour moi, c'est toujours le rock, et les Clamsey & Co. de Richie Tosier. Il partit à reculons, poussant des talons et de la paume des mains. Du gravier pénétra dans son pantalon à la hauteur de la ceinture. Il entendit se déchirer une couture de sa veste sport Rodeo Drive. Il roula sur lui-même, se remit sur ses pieds, tituba et regarda derrière lui. Le clown lui rendit son regard, les yeux roulants, humides dans leurs orbites. « T'aurais-je fichu la trouille, mec » gronda-t-il. Et en toute indépendance de son cerveau pétrifié, Richie entendit sa bouche répondre « De la roupie de Sansonnet, truc-muche, rien de plus !» Le clown sourit et hocha la tête, comme si c'était le genre de réaction qu'il attendait. Ses lèvres peintes d'un rouge sanguignolant s'écartèrent pour exhiber des dents comme des défenses, toutes aussi pointues que des haleines. « Je pourrais t'avoir tout de suite si je le voulais, dit-il, mais ça va être beaucoup plus drôle autrement. »« Drôle pour moi aussi, s'entendit rétorquer Richie, et le plus drôle sera quand on te fera sauter la tête, mon gros. » Le sourire du clown s'élargit encore davantage. Il leva une main gantée de blanc, et Richie sentit le vent du mouvement soulever les cheveux de son front, comme 27 ans auparavant. L'index du clown pointa vers lui, il avait la taille d'une poutre. La taille d'une poux, pensa Richie, et de nouveau la douleur frappa, elle enfonçait des pointes rouillées dans la molle gelée de ses yeux. Il hurla et se prit la tête dans les mains. « Avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton voisin, occupe-toi de la poutre qui est dans le tien, » déclara solennellement le clown, la voix riche de grondements vibrants. Une fois de plus, la puanteur de la chair en décomposition entoura Richie. Il leva les yeux et fit une demi-douzaine de pas en arrière. Le clown se penchait maintenant, les mains gantées posées sur les genoux.
Tu veux encore jouer avec moi, Richie? Et si je pointais ton zizi du doigt et te collais le cancer de la prostate? Je pourrais aussi te refiler une bonne tumeur au cerveau, même si certains ne manqueraient pas de remarquer que ça ne changerait pas grand-chose. Je pourrais pointer mon doigt sur ta langue, et elle ne serait plus qu'une petite plaie purulente, aussi bien pendue qu'elle soit. Je le peux, Richie. Veux-tu voir? Ses yeux s'agrandissaient, et dans ses pupilles noires grandes comme des soucoupes, Richie crut apercevoir les démentielles ténèbres qui doivent exister au-delà des limites de l'univers. Un bonheur ignoble qui, il le savait, finirait par le rendre fou. À ce moment-là, il comprit que ça pouvait faire ce qu'il disait, et bien plus encore. Et il entendit une fois de plus parler sa bouche, mais pour le coup ce n'était pas sa voix, ni aucune de ses voix inventées, actuelles ou passées. Non, une voix qu'il n'avait jamais entendue. Plus tard, il raconterait aux autres, en hésitant, que c'était une sorte de voix négro-trouduc, forte et orgueilleuse, criarde, s'auto-parodiant. « Tire-toi de chez moi, espèce de gros vieux clown bouffi !» cria-t-il, se mettant soudain à rire. « Arrête tes conneries, mon kiki. Je peux marcher, je peux parler, et j'ai une grosse queue pour bien baiser. Et si tu me fais chier, c'est toi qui sois dans la merde. T'as pigé ça, tout duc !» Richie crut voir le clown se recroqueviller, mais il ne traîna pas dans le secteur pour vérifier. Il courut, coudes au corps, les pans de sa veste battant comme deux ailes dans son dos, sans se soucier de ce papa qui s'était arrêté avec son bambin pour admirer la statue de Paul Bunyan et qui le regardait l'air inquiet, comme s'il le prenait pour un fou. À dire vrai, les amis, j'ai bien l'impression d'être devenu cinglé. Dieu m'en préserve. Et sans doute ai-je fait la super imitation de toute l'histoire, puisque le truc a marché, d'une manière ou d'une autre, pensa Richie. C'est alors que gronda et étonna la voix du clown. Le père du petit garçon ne l'entendit pas, mais le visage du gamin se contracta et il commença à sangloter. L'homme prit l'enfant dans ses bras, affolé, et l'étreignit. En dépit de sa bonne terreur, Richie observa parfaitement le déroulement de ce drame secondaire. Peut-être la voix du clown dénotait-elle une joyeuse colère, peut-être seulement de la colère. « On garde un œil sur toi, Richie, tu m'entends? L'homme qui rampe. Si tu ne veux pas voler, si tu ne veux pas dire au revoir, viens donc faire un tour en dessous de la ville, saluer un certain grand œil. Viens quand tu veux. Vraiment quand tu veux, tu m'entends, Richie? Amène ton yo-yo. Arrange-toi pour que Beverly porte une grosse jupe, avec 4 ou 5 jupons en dessous, qu'elle mette l'anneau de son époux autour du cou, qu'Eddie porte de ses godasses à semelles de crêpes. On jouera quelques bebop, Richie. On jouera tous les tubes. » En atteignant le trottoir, Richie osa regarder par-dessus son épaule, et ce qu'il vit ne le rassura pas. Il n'y avait ni statue de Paul Bunyan, ni clown sur le socle. À la place s'élevait la statue de Buddy Holly, faisant 6 mètres de haut. Il arborait un badge sur le revers étroit de sa veste à carreaux. Festival Rock Richie Tosier, les Clamsey & Co, lisait-on sur le badge. L'une des branches des lunettes de Buddy avait été réparée avec du sparadrap. Le petit garçon continuait de pousser des cris hystériques dans les bras de son père, lequel se dirigea à grands pas vers le centre-ville après avoir contourné Richie à distance. Richie se mit en mouvement. « Je ne m'en mêle pas les pinceaux, maintenant !» en essayant de ne pas penser. « On jouera à tous les tubes !» à ce qui venait de se passer. Il ne voulait penser qu'à une seule chose, la monstrueuse lampée de scotch qu'il allait s'envoyer une fois de retour à l'hôtel avant d'aller faire sa sieste. La simple idée d'un verre, même du modèle le plus courant, le fit se sentir légèrement mieux. Il regarda une dernière fois par-dessus son épaule, et le fait de voir Paul Bunyan de retour à sa place, souriant au ciel, la hache de plastique à l'épaule, le fit se sentir encore mieux. Richie commença à marcher plus vite, sans demander son reste, histoire de mettre la plus grande distance possible entre lui et la statue. Il en était déjà à envisager l'hypothèse d'une hallucination quand la douleur le frappa de nouveau aux yeux, violente, angoissante, lui arrachant un cri rauque. Une jolie jeune fille qui marchait devant lui, rêveuse, les yeux perdus dans les nuages, se retourna, hésita, puis se précipita vers lui. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?»« Oh, ce sont mes verres de contact, répondit-il d'une voix tendue. Mes foutus verres de contact, mon Dieu, ça fait mal. Cette fois-ci, il approcha si vivement ses doigts qu'il faillit se les mettre dans les yeux. Il baissa les paupières inférieures et pensa « Je vais être capable de les faire sortir, c'est ça qui va se passer. Je ne vais pas être foutu de les faire tomber, et ça va simplement continuer à me faire mal jusqu'à ce que je devienne aveugle. Mais le clignement de paupières fonctionna comme il avait toujours fonctionné. L'image aiguë et bien définie du monde, avec ses couleurs qui restaient exactement dans leurs limites, et où les choses que l'on voyait avaient la limpidité précise de l'évidence, se brouilla complètement. À la place, il n'y eut plus que des bandes floues, couleur pastel, et en dépit de ses efforts et de ceux de la jeune étudiante, qui se montra pleine de bonne volonté et serviable, aucun des deux ne put retrouver les lentilles.
Après avoir scruté tous les recoins du trottoir et du caniveau, ils abandonnèrent les recherches au bout d'un quart d'heure. Tout au fond de sa tête, Richie crut entendre le rire du clown. Bill ne vit pas Gripsou cet après-midi-là. En revanche, il vit un fantôme. Un vrai fantôme. C'est du moins ce que crut Bill sur le coup, et rien plus tard ne put le faire changer d'avis. Il avait remonté Wincham Street et s'était arrêté un moment auprès de la bouche d'égout qui avait servi de cadre à la fin tragique de George par une journée pluvieuse d'octobre 1957. Il s'accroupit et scruta l'ouverture pratiquée dans le rebord du trottoir. Son cœur battait à grands coups, mais il regarda tout de même. « Sors donc d'ici. De qui as-tu peur » dit-il à voix basse, avec l'idée, pas si insensée que cela, que ses paroles volaient le long des galeries noires et dégoulinantes d'eau, sans mourir, et continuaient à progresser toujours plus loin et plus profond, rebondissant d'écho en écho, s'en nourrissant parmi des murs couverts de mousse et des machines rouillées depuis longtemps. Il les sentait flotter au-dessus d'eaux croupies paresseuses, et peut-être même faiblement ressortir de cent autres bouches d'égout dans les autres quartiers de la ville. « Sors donc de là, ou c'est nous qui irons te déloger !» Il attendit nerveusement une réponse, accroupi, les mains pendant entre les cuisses comme un receveur au baseball entre deux lancers. Il n'eut aucune réaction. Il était sur le point de se relever quand une ombre passa sur lui. Bill releva vivement la tête, en alerte, prêt à tout, mais ce n'était qu'un garçonnet de 10 ou 11 ans, tout au plus. Il portait un short de boy scout élimé qui mettait ses genoux écorchés bien en vue. Il tenait une glace à l'eau d'une main et de l'autre une planche à roulettes en fibre de verre qui paraissait aussi mal en point que ses rotules. La glace à l'eau était d'un orange fluo éclatant, la planche d'un vert fluo non moins vif. « Vous avez l'habitude de parler aux égouts, monsieur » demanda le garçon. « Seulement à des rires, » répondit Bill. Ils se regardèrent pendant quelques instants solennellement, puis éclatèrent de rire en même temps. « J'aimerais te poser une question un peu stupide, » reprit Bill. « D'accord, » dit le garçon. « As-tu jamais entendu quelque chose qui venait de là-dedans » L'enfant regarda Bill comme si ce dernier venait de perdre les pédales. « Oh, d'accord. Oublie que je te l'ai demandé. » Il se releva et s'était éloigné d'une douzaine de pas, tout au plus, en direction de la colline, avec la vague idée d'aller revoir la maison de son enfance, lorsque le gamin le rappela. « Hé, monsieur !» Bill se retourna. Il avait enlevé sa veste, qu'il tenait par un doigt sur son épaule. Son col était défait, sa cravate desserrée. Le gamin l'examinait attentivement, comme s'il regrettait déjà son envie de parler. Puis il haussa les épaules, comme s'il se disait « Oh, et après tout ?»« Ouais. »« Ouais ? Ouais. »« Et qu'est-ce que ça te disait ?»« Je sais pas, c'était une langue étrangère. Je l'ai entendu qui sortait d'une des stations de pompage en bas dans les friches. Vous savez, ces stations de pompage, on dirait des tuyaux qui sortent de terre. »« Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Est-ce que c'est un gosse que t'as entendu ?»« Oui, c'était un gosse au début, après on aurait dit un homme. » Le garçonnet se tut un instant. « J'ai eu la frousse, je suis rentré en courant à la maison et je l'ai raconté à mon père. Il m'a dit que c'était peut-être un écho ou un truc comme ça, venu d'une maison par les égouts. »« Et tu l'as cru ?» fit Bill, qui s'était rapproché de quelques pas. Le garçon lui adressa un adorable sourire. « J'ai lu dans mon livre, vous savez, croyez-le ou non, l'histoire de ce type qui faisait de la musique avec ses dents. C'était une radio, il avait des fausses dents qui faisaient transistor. Je me dis que si je crois cette histoire, je peux bien croire n'importe quoi. »« Évidemment, » répondit Bill, « mais est-ce que tu l'as vraiment cru ?» À contre-cœur, l'enfant secoua la tête. « Était-il arrivé d'entendre encore ces voix ?»« Bon, une fois, pendant que je prenais un bain, une voix de fille, elle pleurait, c'est tout. J'avais peur de vider la baignoire quand j'ai eu fini. Vous comprenez ? J'aurais pu la noyer, peut-être. » Bill acquiesça de nouveau. L'enfant regardait maintenant Bill ouvertement, le regard brillant, l'air fasciné. « Vous savez quelque chose sur ces voix, monsieur ?»« Oui, je les ai entendues, il y a très très longtemps. Connaissais-tu l'un des gosses qui ont été assassinés, fiston ?» Dans les yeux du garçon, l'éclat disparut, remplacé par la méfiance et l'inquiétude. « Mon père dit que je ne dois pas parler aux étrangers. Il dit que n'importe qui peut être le tueur. » Du coup, il s'éloigna de Bill de quelques pas, se réfugiant à l'ombre d'un orme contre lequel Bill avait foncé à bicyclette 27 ans auparavant. Il était tombé et avait tordu son guidon. « Oh, pas moi, fiston, » se défendit Bill. « J'étais en Angleterre au cours des 4 derniers mois. Je suis arrivé hier à Derry. »« Oh, je ne dois tout de même pas vous parler. »« C'est vrai, nous sommes dans un pays libre. » L'enfant ne répondit pas tout de suite. « J'avais l'habitude de jouer avec Johnny Furry de temps en temps. Il était gentil.
J'ai pleuré, ajouta-t-il froidement, sur quoi il engloutit le reste de sa glace, puis au bout d'un instant sortit une langue d'un orange éclatant pour lécher les gouttes tombées sur son poignet. Reste éloigné des égouts et des tuyaux, dit calmement Bill. N'approche pas des endroits vides ou déserts, ne va pas à la gare de triage, mais avant tout, fuis tout ce qui est égout et canalisation souterraine. L'œil du garçon retrouva son éclat, et il resta silencieux pendant un très long moment. Puis, « Monsieur, vous voulez que je vous dise quelque chose de marrant ?»« Oui, bien sûr. »« Vous connaissez ce film avec le grand requin qui mange les gens, non ?»« Bah, comme tout le monde, oui, c'est Les Dents de la Mer. »« Eh bien, j'ai un copain, il s'appelle Tommy Vicananza, et il n'est pas très malin. Il a une araignée dans le plafond, si vous voyez ce que je veux dire. »« Oui, je vois. » Il croit qu'il a vu ce requin dans le canal. Il était tout seul dans Bassett Park, il y a 2 semaines à peu près, et il dit qu'il a vu son aileron. Il dit aussi qu'il faisait dans les 3 mètres de haut, cet aileron. Vous vous rendez compte? Rien que l'aileron. Et il a dit, c'est ce qui a tué Johnny et les autres gosses, c'était le grand requin. Je le sais parce que je l'ai vu. Alors, je lui ai répondu, le canal est tellement pollué que rien ne peut y vivre, même pas un poisson-chat. Et tu nous racontes que t'as vu le grand requin dedans? T'as une araignée dans le plafond, Tommy. Mais Tommy a même ajouté que le grand requin était sorti de l'eau, comme à la fin du film, et qu'il avait essayé de l'attraper, mais qu'il s'était reculé juste à temps. C'est tout de même marrant, non, hein, monsieur? Oui, très marrant, admit Bill. Il a une araignée dans le plafond, hein? Bill hésita. Oui, mais reste tout de même à l'écart du canal, c'est plus prudent. Vous voulez dire que vous croyez ça? Bill hésita. Son intention était de hausser les épaules, mais au lieu de cela, il acquiesça. Le gosse laissa échapper un long soupir sifflant. Il se tenait, tête basse, comme s'il avait honte. Ouais, parfois je me dis que c'est moi qui dois avoir une araignée dans le plafond. Je comprends ce que tu veux dire, le rassura Bill en s'avançant vers le garçon, qui cette fois ne s'éloigna pas de lui, mais le regarda, l'air sérieux. Tu te démolis les genoux sur cette planche, fiston? Le gamin eut un coup d'œil pour ses écorchures et sourit. Ouais, on dirait. Il m'arrive de prendre des vols planés. Est-ce que je peux essayer? Demanda soudain Bill. Le garçonnet le regarda bouche bée, puis éclata de rire. Je n'ai jamais vu un adulte sur un skate. Je te donnerai 25 cents. Mon père dit de ne jamais accepter d'argent ou de bonbons d'un inconnu. Excellent conseil. Je te donnerai tout de même la pièce. Qu'est-ce que tu en dis? Pas plus loin que le coin de Jackson Street. Oh, laissez tomber la pièce, fit le gamin en éclatant de nouveau de rire. Un son joyeux et simple. J'en ai pas besoin. J'ai déjà $2. En somme, je suis riche. Mais j'ai bien envie de voir ça. Pourtant, ne m'en voulez pas si vous vous cassez quelque chose. Oh, ne t'en fais pas, petit, je suis assuré. Il lança l'une des roulettes du bout des doigts, s'émerveillant de l'aisance et de la rapidité avec lesquelles elle tournait. On aurait dit qu'elle était montée sur 1 million de billes. Le bruit était agréable et évoquait quelque chose de très ancien qui serrait la poitrine de Bill. Un désir aussi chaud qu'un manque, aussi délicieux que l'amour. Il sourit. « À quoi pensez-vous » demanda l'enfant. « Que je vais me tuer » répondit Bill, ce qui fit rire le garçon. Bill mit le skate sur le trottoir, y posa un pied précautionneux, le faisant aller et venir sous l'œil du gosse. Bill s'imagina en train de dévaler la pente de Witcham sur la planche vert avocat du gamin, basque au vent, son crâne chauve brillant au soleil, les genoux ployés dans cette position incertaine des apprentis skieurs qui, dans leur tête, sont déjà tombés. Il était prêt à parier que le garçonnet ne se tenait pas comme ça, prêt à parier qu'il fonçait, pour battre le diable, comme s'il n'y avait pas de lendemain. L'agréable sentiment disparut de sa poitrine. Il ne vit que trop clairement la planche valser sous ses pieds, filer tout droit dans la pente. Il se vit lui-même tombant sur les fesses, voire sur le dos. Hôpital. La moitié du corps plâtré, arrivé d'un docteur qui lui dit « Vous avez commis 2 erreurs majeures, monsieur Denbrough. La première, mauvais pilotage d'un skateboard. La deuxième, oubliez que maintenant vous approchez de la quarantaine. » Il se baissa, ramassa l'engin et le tendit au gamin. « Je pense qu'il ne vaut mieux pas. »« Oh, poule mouillée » fit le garçon sans méchanceté. « Mais il faut que je rentre à la maison. »« Sois prudent là-dessus, » dit Bill. « On ne peut pas être prudent sur une planche, » répliqua l'enfant, avec un regard pour Bill, comme si c'était ce dernier qui avait une araignée dans le plafond. « Exact, d'accord. Comme on dit dans les studios de ciné, bien reçu. Mais ne t'approche pas des égouts et des canalisations, et reste avec tes copains. » Le garçon acquiesça. « Oh, je suis juste à côté de chez moi. »« Mon frère aussi était juste à côté de chez nous. »« Ce sera sans doute bientôt fini, » fit Bill. « Vous croyez ? » ?»« Oui, je le crois. »« Oh, très bien. À la prochaine, poule mouillée !»
Comme Bill l'avait soupçonné, le gamin fonçait avec une aisance parfaite et à une vitesse suicidaire. Bill éprouva un soudain amour pour ce petit garçon, une jubilation, le désir d'être cet enfant et en même temps une terreur qui le suffoquait presque. Le gamin roulait comme si la mort et le fait de vieillir n'existaient pas. Il y avait quelque chose d'éternel et d'inéluctable dans ce garçon en short de boy scout kaki au tennis effiloché, sans chaussettes, les chevilles crasseuses, les cheveux virevoltant derrière lui. « Fais gaffe, môme, tu vas rater ton virage, pensa Bill, inquiet. Mais l'enfant eut un mouvement des hanches, ses orteils pivotèrent sur la planche en fibre de verre, et il négocia sans effort l'angle de Jackson Street, supposant simplement qu'il n'y aurait personne sur son chemin, de l'autre côté. Ce ne sera pas toujours comme ça, môme, songea Bill. Il poussa jusqu'à son ancien domicile, mais ne s'arrêta pas, se contentant de ralentir le pas. Il y avait des gens sur la pelouse. Une maman dans un transat, un bébé endormi dans les bras, surveillant 2 enfants, 10 et 8 ans peut-être, qui jouaient au badminton sur l'herbe encore mouillée de la pluie du matin. Le plus jeune, un garçon, réussit à envoyer le volant par-dessus le filet. « Bien joué, Sin !» lança la femme. La maison était toujours du même vert foncé, avec toujours la même imposte sur le dessus de la porte d'entrée, mais le parterre de fleurs de sa mère avait disparu. Ainsi, autant qu'il pouvait en juger, que le portique que son père leur avait fabriqué avec des tuyaux de récupération. Il vit ce qui était resté et ce qui avait disparu. L'idée lui traversa l'esprit d'aller dire à cette femme qu'il avait habité dans cette maison, mais que lui demander ? Est-ce que la tête qu'il avait soigneusement gravée dans l'une des poutres du grenier, qui avait parfois servi de cible aux fléchettes de Georgie, était toujours là ? Oui, il l'aurait pu, mais il sentit qu'il allait se mettre à bégayer horriblement s'il tentait de se montrer charmant. Et voulait-il connaître les réponses à ces questions ? Un froid glacial s'était abattu sur cette maison après la mort de Georgie, et s'il était revenu à Derry, ce n'était pas pour la revoir. Il repartit et ne s'arrêta qu'une fois qu'il fut à la hauteur de la barrière qui surplombait les friches mortes. La barrière était un peu plus branlante, les friches avaient le même aspect, peut-être plus touffues. Seule différence, l'épaisse fumée noire qui montait de la décharge avait disparu. On avait installé une usine moderne de retraitement des ordures, et une boucle d'accès sur pilotis à l'autoroute mordait sur l'un des flancs. Non, les friches n'avaient guère changé, odeur comprise. Le lourd parfum des plantes en pleine croissance de printemps n'arrivait toujours pas à masquer complètement l'odeur de déchets et d'excréments humains. Odeur presque imperceptible, mais sans équivoque. Odeur de corruption, une bouffée du monde d'en dessous. C'est là que ça s'est terminé autrefois, et c'est là que ça va se terminer cette fois, là-dedans, sous la ville, songea Bill. Il n'arrivait pas à repartir, convaincu qu'il allait être le témoin d'une manifestation quelconque de l'horreur qu'il était revenu combattre. Mais rien. Il entendait l'eau babiller, le vent chuchoter dans les buissons et le haut des arbres qui l'agitaient, c'était tout. Pas de signe, vraiment rien. Il reprit sa marche, toujours en direction du centre-ville. Un autre enfant croisa son chemin, une fillette cette fois, en pantalon de velours côtelé à la taille haute et blouse rouge passée. Elle faisait rebondir une balle d'une main et tenait par les cheveux une poupée blonde de l'autre. « Hé !» dit Bill. « Quoi ?» dit-elle en levant les yeux. « Quelle est la meilleure boutique de Derry ?» lui demanda-t-il. Elle réfléchit. « Pour moi ou pour n'importe qui ?»« Non, pour toi. »« C'est rose d'occasion, vêtements d'occasion, » répondit-elle sans hésiter un instant. « Je demande pardon ? Vous me demandez quoi ? Je veux dire, ce n'est pas un nom de magasin, ça. » « Bien sûr que si, » dit-elle avec un regard apitoyé pour ce faible d'esprit. « Rose d'occasion, vêtements d'occasion, ça rime. Ma mère dit que c'est un broc minable, mais je l'aime bien. On y trouve des vieilles choses, comme des disques qu'on n'a jamais entendus. Des cartes postales aussi. Ça sent le grenier. Il faut que je rentre à la maison maintenant. Salut !» Elle s'éloigna sans regarder en arrière, faisant rebondir sa balle, ballottant sa poupée. « Hé !» lui lança-t-il. Elle se retourna et le regarda d'un air intrigué. « Et le magasin, où est-il ?»« C'est tout droit, juste en bas de Up Mile Hill. » Bill eut le sentiment du passé qui se repliait sur lui-même, qui se repliait sur lui. Il n'avait pas eu l'intention de demander quoi que ce soit à la fillette lorsqu'il l'avait interpellée. La question avait jailli de ses lèvres comme un bouchon de bouteille de champagne. Pas mal de choses avaient changé au carrefour de Up Mile Hill. À la place de l'annexe des frères Tracker, on lisait une enseigne en caractère ancien. « Rose d'occasion, vêtements d'occasion ». La peinture jaune des briques datait d'une bonne dizaine d'années et avait atteint le stade du jaune pipi, comme disait Audra. Bill se dirigea lentement vers la boutique, de nouveau étreint par un sentiment de déjà-vu. Il raconta plus tard aux autres qu'il savait quel genre de fantôme il allait voir avant de l'avoir réellement vu. La vitrine de Rose d'occasion était plus que pisseuse.
Elle était crasseuse. Rien à voir avec un magasin d'antiquités chic, plein d'objets délicats éclairés de spots invisibles. Un vrai mont de piété, aurait dit sa mère avec un parfait mépris. Il y régnait le plus grand désordre, les affaires s'y entassaient n'importe comment, vêtements en pile, guitares pendues par le cou comme des criminels, boîtes bourrées de 45 tours, 10 centimes le disque, 12 pour $1, disait une affichette. Vêtements d'enfants et chaussures d'aspect sinistre, usagées mais encore bonnes, $1 la paire. Des télés qui avaient essuyé les plâtres des premières émissions de l'histoire, l'une d'elles allumée donnait une image d'un gris presque uniforme. Une boîte de livres de poche aux couvertures arrachées, 2 pour 25 cents, 10 pour $1, série osée à l'intérieur, posée sur un énorme poste de radio, des fleurs en plastique dans des vases sales. Mais toutes ces choses ne constituaient que l'arrière-plan chaotique de l'objet sur lequel les yeux de Bill s'étaient immédiatement fixés, sans pouvoir s'en détacher, une expression d'incrédulité sur le visage. Des ondes de chair de poule lui parcouraient le corps, il avait le front brûlant, les mains glacées, et pendant un instant, il crut que toutes ces portes intérieures allaient s'ouvrir en grand et qu'il se souviendrait de tout. Dans la partie droite de la vitrine trônait Silver. La bicyclette ne possédait toujours pas de béquille, et la rouille avait envahi ses garde-boue. Mais la trompe était toujours accrochée au guidon, son bulbe de caoutchouc tout fendillé. Le pavillon de la trompe, que Bill avait toujours soigneusement entretenu et fait briller, était terne et piqué. Le porte-bagages plat, qui avait souvent servi de siège de passager à Richie, se trouvait toujours au-dessus du garde-boue arrière, mais tordu et maintenant en place par un seul boulon. Quelqu'un l'avait recouvert de fausses peaux de panthère, mais le tissu était tellement usé et effiloché qu'on distinguait à peine les motifs. Silver. Inconsciemment, Bill, de la main, essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. Après avoir complété ce débarbouillage avec son mouchoir, il pénétra dans le magasin. Le temps et l'humidité donnaient à Rose d'Ocase, vêtements d'Ocase, une puissante odeur de renfermé. C'était bien, comme l'avait dit la fillette, une odeur de grenier, mais pas une bonne odeur de grenier, comme il en existe. Ce n'était pas celle de l'huile de lin dont on a frotté une ancienne table, ni celle de la peluche ou du velours d'un antique canapé. Non, c'était l'odeur des reliures de livres en décomposition, des coussins en vinyle à demi cuits par la chaleur des étés, de la poussière, des crottes de souris. De la télé de la vitrine montait le caquet d'un animateur qui devait lutter avec la voix d'un disque jockey en provenance d'une radio, lequel se présentait comme votre copain Bobby Russell et promettait le nouvel album de Prince au premier auditeur qui pouvait donner le nom de l'acteur qui avait joué Wally dans Live into Beaver. Bill le savait, c'était Tony Down, mais se fichait de l'album de Prince. La radio était posée tout en haut d'une étagère parmi des portraits du siècle passé. Le propriétaire était assis en dessous. C'était un homme dans la quarantaine, d'une maigreur à faire peur, portant un jean de marque et un t-shirt en maille de filet. Les cheveux soigneusement peignés en arrière, les pieds sur son bureau, il était à demi dissimulé par une pile de gros livres de comptes et une ancienne caisse enregistreuse ornée de motifs. Il lisait un roman qui n'avait jamais dû être en compétition pour le prix Pulitzer, Les étalons du bâtiment. Sur le sol, devant le bureau, se dressait l'une de ces enseignes tournantes de coiffeurs, dont les bandes de couleurs différentes semblent se dérouler à l'infini. Son cordon électrique effiloché allait se raccorder à une prise de la plainte comme un serpent fatigué. Le carton posé sur sa base proclamait « Une espèce en voie de disparition, $250. » Au tintement de la clochette placée sur la porte, l'homme avait marqué la page de son livre avec une pochette d'allumettes et levé les yeux. « Je peux vous aider ?»« Oui, répondit Bill, ouvrant la bouche pour demander le prix de la bicyclette de la vitrine. Mais avant qu'il ait pu parler, son esprit se trouva envahi par une seule phrase entêtante, des mots qui chassaient toute autre pensée. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, pour les 6 spectres? Au nom du ciel, mais qu'est-ce que... Archi-sèche. Vous cherchez quelque chose de particulier? Demanda le propriétaire. Son ton était parfaitement courtois, mais il observait attentivement Bill. Il me regarde comme si j'avais fumé de cette herbe qui fait planer les musiciens, pensa Bill, amusé en dépit de sa détresse. Oui, je m'intéresse à archi-sèche pour les 10 spectres. À à cette enseigne de barbier? Il y avait maintenant dans l'œil de l'homme cette expression que, même dans son état présent de confusion, Bill n'avait pas oublié depuis son enfance et qu'il détestait. L'anxiété de quelqu'un qui est obligé d'écouter parler un bègue, le besoin de finir ses phrases pour lui et de couper court au bafouillement du malheureux. Mais je ne bégaye plus, j'en suis venu à bout. Je ne bégaye plus, bordel. Les chemises de l'archiduchesse. Les mots avaient une telle clarté dans sa tête que l'on aurait dit que quelqu'un d'autre les prononçait, qu'il était comme cet homme de la Bible possédé des démons,
envahi par quelque présence venue de l'extérieur. Et cependant, il reconnaissait la voix. C'était la sienne. Il sentit des gouttes chaudes de sueur jaillir sur son visage. « Je pourrais vous faire, Lady Spectre, un prix sur cette enseigne, disait le propriétaire. À dire la vérité, comme personne n'en veut à ce prix, je vous la laisse à 175. Qu'est-ce que vous en dites? C'est la seule véritable antiquité de la maison. Spectre, cria presque Bill, ce n'est pas l'enseigne qui m'intéresse. Le propriétaire eut un petit mouvement de recul. Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur? L'inquiétude du regard démentait la sollicitude du ton, et Bill vit la main de l'homme quitter le bureau. Il comprit, dans un éclair de lucidité qui relevait plus de la déduction que de l'intuition, qu'il y avait un tiroir entrouvert invisible pour lui, et que le propriétaire venait certainement de poser la main sur un revolver ou une arme quelconque. Il craignait peut-être les voleurs. Plus vraisemblablement, il avait tout simplement peur. Après tout, il était manifestement homosexuel, et on était dans la ville où des jeunes gens avaient fait prendre un bain mortel à Adrian Mellon. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches pour les 6 spectres? La litanie repoussait toute pensée. C'était comme s'il devenait fou. D'où cela sortait-il? Et ça se répétait. Par un effort surhumain, Bill s'y attaqua, s'obligeant pour cela à traduire en français la phrase venue d'ailleurs. C'était de cette manière qu'il avait vaincu son bégaiement quand il était adolescent. Au fur et à mesure que les mots défilaient dans son esprit, il les changeait, et il sentit soudain se détendre l'étreinte du bégaiement. Il se rendit compte que le propriétaire venait de dire quelque chose. « Excusez-moi ? Je dis que si vous devez piquer une crise, allez faire ça dehors. Je n'ai pas besoin de conneries comme celle-là, ici. » Bill prit une profonde inspiration. « On repart à zéro, dit-il. Faites comme si je venais juste d'entrer. » « Entendu, fit le propriétaire, sans se fâcher davantage. « Vous venez d'entrer. Et maintenant ? » « La bécane dans la vitrine. Combien voulez-vous pour cette bécane ? » « Disons $20. » L'homme paraissait maintenant plus à l'aise, mais sa main gauche n'avait toujours pas reparu. « C'était une chouine à l'origine, je crois, mais elle s'est un peu abattardie. » De l'œil, il évalua la taille de Bill. « Une grande bicyclette, mais vous pourriez la monter. » Pensant au skate vert fluo du gamin, Bill répondit « J'ai bien peur d'avoir déjà fait mon temps comme cycliste, vous savez. » L'homme haussa les épaules. Sa main gauche finalement revint sur le bureau. « Vous avez un garçon ?»« Oui. »« De quel âge ?»« 11 ans. »« Oh, un peu haute pour un gamin de 11 ans. »« Acceptez-vous un chèque de voyage ? » ?»« Oh, s'il fait $10 de plus que le montant de vos achats. »« Je vous en ferai un de 20. » « Me permettez-vous de passer un coup de fil ? » ?»« Aucun problème, mais tant que c'est en ville. »« Oui, c'est le cas. »« Je vous en prie. » Bill appela la bibliothèque municipale. Mike s'y trouvait. « Où es-tu, Bill ?» demanda-t-il avant d'ajouter presque immédiatement. « Tout va bien au moins ?»« Oui, très bien. As-tu des nouvelles des autres ?»« Non. On se reverra ce soir. » Il y eut un bref silence. « C'est-à-dire, je le suppose. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, grand Bill ?»« Je suis en train d'acheter une bicyclette, Mike, » expliqua calmement Bill. « Je me demandais si je ne pourrais pas la pousser jusque chez toi. As-tu un garage ou un coin où je pourrais la ranger ?» Il y eut un silence qui se prolongea. « Mike, tu m'entends ?»« Oui, je suis toujours là. C'est Silver ?» Bill regarda le propriétaire de la boutique. Il était de nouveau plongé dans sa lecture, ou peut-être faisait-il semblant, mais il était tout oui. « Oui, dit-il. »« Où es-tu ? C'est un magasin qui s'appelle Rose d'Ocase, vêtements d'Ocase. »« Ah, très bien. J'habite au 61 Palmer Lane. Tu n'as qu'à remonter Main Street. Oh, je trouverai. »« Bon, d'accord. Je t'attendrai là. Veux-tu que je m'occupe du dîner ? » ?»« Oh, ce serait une bonne idée. Peux-tu quitter ton travail ? » ?»« Oh, aucun problème. Carole me remplacera. » Mike eut un instant d'hésitation. Elle m'a dit qu'un type était venu environ 1 heure avant mon retour et qu'il avait l'air d'un fantôme. Je lui ai demandé de me le décrire. C'était Ben. « T'es sûr ? » ?»« Oh ouais. C'est comme la bécane, ça fait partie du tout, non ? » ?»« Oh, vaut mieux pas se poser la question, » répondit Bill, un œil sur le propriétaire qui paraissait toujours aussi absorbé par son livre. « On se retrouve donc chez moi, » reprit Mike. « Le 61, n'oublie pas. »« Non, je n'oublierai pas. Merci, Mike. »« Dieu te bénisse, grand Bill. » Bill raccrocha. L'homme referma aussitôt son livre. « Vous vous êtes trouvé un coin pour la remiser, l'ami ? » ?»« Oui. » Bill prit un chèque de voyage, le signa. Le vendeur compara les signatures avec un soin qu'en d'autres circonstances Bill aurait trouvé plutôt insultant.
Puis il alla chercher la bicyclette, et quand Bill posa la main sur le guidon pour l'aider, il fut pris d'un nouveau frisson. Silver. Encore une fois. C'était Silver qu'il tenait à la main, et... Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches pour les 10 spectres? Il dut repousser cette idée, car elle le faisait se sentir affaibli et bizarre. Le pneu arrière est un peu dégonflé, dit l'homme. Il était en réalité plat comme une crêpe. Le pneu avant avait meilleure mine, même s'il était usé au point de laisser apparaître la corde. Oh, pas de problème, dit Bill. Vous pouvez y aller à pied, depuis ici? Oui, il me semble. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et si cette enseigne de barbier vous intéresse, revenez quand vous voulez. L'homme lui tint la porte. Bill s'engagea dans la rue, poussant Silver, sous le regard amusé et curieux des passants. La chaîne est rouillée, pensa-t-il. Celui qui l'avait n'a guère fait d'effort pour l'entretenir. Il s'arrêta quelques instants, sourcils froncés. De plus, il faisait chaud, et pousser un engin comme Silver quand on a la quarantaine essoufflée n'était pas si facile que ça, se demandant ce que la bicyclette était devenue. L'avait-il vendue, donnée, perdue peut-être? Impossible de s'en souvenir. Au lieu de cela, la phrase absurde « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ?» refit surface, aussi étrange et déplacée qu'une chaise percée sur un champ de bataille, un tourne-disque dans une cheminée, une rangée de crayons dépassant d'un trottoir en ciment. Bill secoua la tête, et la phrase se dispersa comme de la fumée. Puis il poussa Silver jusqu'à chez Mike. Mike arriva dans Palmer Lane en même temps que Bill, au volant d'une vieille Ford aux flancs mangés de rouille et à la vitre arrière craquelée. Bill se souvint alors de ce que Mike leur avait calmement fait remarquer. Aucun des 6 membres du club des ratés qui avaient quitté Derry n'était resté un raté. Demeuré sur place, Mike était le seul à tirer le diable par la queue. Bill fit rouler Silver dans le garage de Mike. Comme le reste de la maison, il était impeccable. Des outils s'alignaient, accrochés à des clous. Fichés dans des boîtes de conserve, des ampoules donnaient un éclairage de salle de billard. Bill appuya Silver contre un mur. Les 2 hommes regardèrent l'engin pendant un moment, sans rien dire. C'est Mike qui rompit le premier le silence. « C'est bien Silver? J'ai tout d'abord pensé que tu avais pu te tromper, mais c'est bien ton vélo? Que vas-tu en faire? »« Oh, du diable si je le sais. »« As-tu une pompe? »« Ouais, et une trousse de réparation, il me semble. »« Est-ce que ce sont des pneus sans chambre? »« Oh, depuis toujours. » Bill se pencha pour examiner le pneu à plat. « Oui, sans chambre. »« Et prêt à remonter dessus? »« Oh, bien sûr que non, fit vivement Bill. « Mais j'ai horreur de l'avoir dans cet état. »« Comme tu voudras, Bill, c'est toi le patron. » Bill tourna brusquement la tête sur cette réplique, mais Mike était déjà parti chercher une pompe à vélo au fond du garage. Dans un petit placard, il retrouva la trousse dont il avait parlé et la tendit à Bill, qu'il examina avec curiosité. Il avait conservé depuis son enfance le souvenir de ce genre d'objet, une petite boîte de métal, à peu près de la même taille que celle dans lesquelles certains fumeurs placent les cigarettes qu'ils roulent eux-mêmes, si ce n'était le couvercle qui faisait office de râpe afin de rendre plus rugueux le caoutchouc autour du trou à reboucher. La boîte avait l'air flambant neuf et portait encore l'étiquette du prix, 7,23 $. Il croyait se rappeler qu'elle ne valait qu'un peu plus d'$1 quand il était enfant. « Ce n'est pas un hasard si tu avais ça là, » constata Bill. « Non, je l'ai acheté la semaine dernière dans une boutique du centre commercial. »« As-tu une bicyclette » demanda Bill. « Non, » répondit Mike, dont le regard croisa celui de Bill. « Et tu as acheté cette trousse, comme ça ?»« J'en ai éprouvé le besoin, » admit Mike, sans quitter son ami des yeux. « Je me suis réveillé en pensant que ça pourrait me servir, et ça m'a trotté dans l'esprit toute la journée. Alors je l'ai acheté. Et toi, tu vas t'en servir. »« Et moi, je vais m'en servir, » répéta Bill. « Mais comme on dit dans tous les romans de gare, qu'est-ce que cela signifie, cher ami ? » ?»« Demande aux autres ce soir. »« Et crois-tu qu'ils viendront tous ? » ?»« Je ne sais pas, grand Bill. » Il se tut un instant et ajouta. « Il me semble qu'il y a peu de chances qu'ils soient tous là. 1 ou 2 vont peut-être filer à l'anglaise. » Il haussa les épaules. « Et alors, que ferons-nous ? » demanda Bill. « Je l'ignore. » Mike montra la trousse de réparation du doigt. « J'ai sorti 7 billets pour ce truc. Vas-tu en faire quelque chose ou continuer à le regarder ?» Bill accrocha soigneusement sa veste à l'un des clous libres du mur, puis plaça Silver à l'envers, sur la selle et le guidon. Il fit tourner lentement la roue arrière. Le grincement rouillé du moyeu lui déplut, et il se souvint du chuintement presque inaudible des roulements à billes du skate du gamin. « Une bonne giclée d'huile arrangera ça, pensa-t-il. Ça ne fera pas de mal à la chaîne non plus. Elle est couverte de rouille. Et les cartes à jouer ? Il faut mettre des cartes à jouer contre les rayons. Je parie que Mike en a, et des bonnes. Celles avec ce revêtement qui les rend si rigides et glissantes qu'elles échappent la première fois qu'on essaye de les mélanger.
Des cartes à jouer maintenues par des pinces à linge, bien sûr. Il s'arrêta, pris d'une soudaine sueur froide. Au nom du ciel, à quoi es-tu en train de penser ? Quelque chose ne va pas, Bill ? Demanda doucement Mike. Non, rien. Ses doigts touchèrent quelque chose de petit, rond et dur. Il glissa 2 ongles dessous et tira. Un clou minuscule sortit du pneu. Voilà le coupable, dit-il, tandis que de nouveau s'élevait dans son esprit la voix, étrange, inattendue et puissante. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches pour les 6 spectres ? Mais cette fois-ci, la voix, sa voix, fut suivie de celle de sa mère, disant « Essaye encore, Billy, tu y es presque arrivé cette fois. » Il frissonna, puis secoua la tête. « Même maintenant, je ne pourrais pas répéter ça sans bégayer, pensa-t-il. Et pendant un bref instant, il fut sur le point de comprendre ce que tout cela signifiait. Puis la lueur de compréhension disparut. Il ouvrit le nécessaire et se mit au travail. Cela lui prit pas mal de temps. Mike restait appuyé au mur dans un rayon de soleil oblique de fin d'après-midi, les manches de chemise roulées, la cravate desserrée, sifflant un air que Bill finit par identifier plus tard. En attendant que la colle sèche, Bill entreprit, simplement pour avoir quelque chose à faire, se dit-il, de huiler la chaîne, les pignons et les moyeux de Silver. Le vélo n'en avait pas meilleure mine, mais le grincement disparut et les roues tournèrent bien. De toute façon, Silver n'était pas faite pour les prix de beauté. Sa seule vertu était d'être capable de filer comme le vent. À ce moment-là, vers 5h30, il avait presque oublié la présence de Mike, tant il s'était absorbé dans les tâches infimes mais infiniment satisfaisantes de l'entretien. Il vissa l'embout souple de la pompe sur la valve du pneu arrière, puis il gonfla au jugé. Il eut la satisfaction de constater que la pièce tenait bien. Il était sur le point de redresser Silver lorsqu'il entendit derrière lui un bruit de cartes que l'on battait rapidement. Il se retourna si vivement qu'il faillit renverser sa bicyclette. Mike était là, un jeu de cartes à dos bleu à la main. « Tu les veux ?» Bill laissa échapper un long soupir haletant. « J'imagine que tu as aussi des épingles à linge ?»« Oh oui, un truc dans le genre. » Bill prit les cartes et voulut les faire claquer, mais ses mains tremblaient et il ne réussit qu'à les répandre sur le sol. Il y en avait partout, mais 2 seulement retombèrent à l'endroit. Bill les regarda, puis regarda Mike, dont les yeux restaient fixés sur le jeu éparpillé. Sa bouche, tirée en arrière par un rictus, découvrait ses dents. 2 as de pique. « C'est impossible, » murmura Mike. « Je viens juste de l'ouvrir, regarde. » Bill vit l'emballage de cellophane déchiré, posé sur l'établi. « Comment un paquet de cartes neuves peut-il avoir 2 as de pique ?» Bill se pencha et les ramassa. « Comment peut-on, en faisant tomber un paquet de cartes, n'en retrouver que 2 à l'endroit ?» demanda-t-il. « La question est encore mais... » Il venait de retourner les cartes. L'une avait le dos bleu, l'autre rouge. Il les montra à Mike. « Seigneur Jésus, dans quelle aventure nous sommes-nous fourrés, Mickey ?»« Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda Mike, la voix éteinte. « Les mettre en place, pardi !» répondit Bill en éclatant soudain de rire. « C'est bien ce que je suis censé faire, non ? S'il faut certaines conditions préalables à la magie, celles-ci doivent inévitablement se mettre en place d'elles-mêmes. Tu ne crois pas ?» Mike ne répliqua pas. Il regarda Bill fixer les cartes à la fourche de la roue arrière. Ses mains tremblaient encore et il lui fallut un certain temps, mais il finit par y arriver. Il prit alors une profonde inspiration et lança la roue. Les cartes crépitèrent bruyamment contre les rayons dans le silence du garage. « Allez, viens, dit Mike doucement. « Viens, grand Bill, je vais faire la bouffe. » Après le dîner, hamburgers, champignons et salade, ils restèrent assis à fumer en regardant le crépuscule céder la place à la nuit dans la cour à l'arrière de la maison. Bill sortit son portefeuille, prit une carte de visite et écrivit dessus la phrase qui l'avait poursuivi depuis qu'il avait vu Silver dans la vitrine de Rose d'Ocase. Il la montra à Mike qui la lut attentivement, une moue aux lèvres. « Est-ce que ça te dit quelque chose ?» demanda Bill. « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches pour les 6 spectres ?» Il acquiesça. « Eh bien, dis-le-moi, à moins que tu me sortes encore ton baratin comme quoi je dois trouver tout seul. »« Non, dit Mike. En l'occurrence, je crois que je peux te le dire. C'est une phrase difficile à prononcer, qui est devenue un exercice pour les bègues et les ésayeurs. Ta mère essayait de te le faire dire au cours de cet été-là, l'été 58. Ça t'arrivait de t'exercer à voix basse devant nous. »« Ah bon ?» dit Bill, qui ajouta bientôt lentement, répondant à sa propre question. « Ah oui, c'est vrai. Tu devais beaucoup tenir à lui faire plaisir. » Bill, qui se rendit compte qu'il était sur le point de pleurer, n'osa pas parler et se contenta de hocher la tête. « Mais tu n'y es jamais arrivé, reprit Mike. Je m'en souviens. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais tu t'en mêlais toujours les pinceaux. »« Et pourtant, je l'ai dite, répliqua Bill. Je l'ai dite au moins une fois. »
Ah bon? Quand? Bill abattit si violemment les poings sur la petite table qu'il se fit mal. J'ai oublié, cria-t-il. Puis d'un air morne, il répéta. J'ai complètement oublié.